Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vous prépare depuis quelques jours sur l'entreprise Soitec qui m'a été pas mal évoqué dans un ou deux commentaires et plusieurs messages aussi sur Insta. Notamment, je pense, parce que l'entreprise a bien baissé depuis quelques temps et la baisse a encore accéléré ces derniers jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder rapidement ce que fait l'entreprise, à savoir que je suis allé écouter les interviews de la direction, je suis allé lire pas mal d'articles, etc., ce qui s'est passé en ce moment, les dernières nouvelles. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on va regarder les chiffres ensemble. Je ne les ai pas regardés parce que je veux essayer de comprendre pourquoi la baisse a eu lieu. Est-ce que c'est du court terme? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ou alors est-ce que je vois un gros risque, un gros danger sur ce titre? À savoir que l'entreprise a connu une très forte accélération en fait depuis 2021. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé justement en allant regarder les chiffres. Et par contre, depuis le point haut qu'elle avait fait, vous voyez ici, fin 2021, l'entreprise a corrigé de plus de 80%. Et récemment, elle avait encore fait une baisse en bourse. Et je pense que c'est pour ça que j'ai reçu pas mal de messages dessus. Vous voyez, il y a 3-4 jours, on avait fait du moins 20% sur une journée. Et c'est vrai que quand on dézoome, même ce moins 20%, eh ben, il apparaît tout petit sur l'écran par rapport à tout le graphique sur plusieurs années. Enfin bref, pour l'entreprise. Soitec, c'est une entreprise industrielle française qui est spécialisée dans la conception et la production de matériaux de semi-conducteurs, notamment les substrats. Donc, c'est de la matière première qui va ensuite passer dans les machines pour fabriquer des semi-conducteurs. À savoir qu'une grosse partie de leur business, ça part justement dans les ventes de téléphones, notamment iPhone, aussi les voitures et les objets connectés. Ils ont été fondés dans le coin de Grenoble dans les années 90, pas loin aussi de STMPA, donc ST Microélectronique, et ça avait été basé à l'époque sur des recherches en fait qui avaient été faites et des découvertes. Et une entreprise a été créée suite à ces découvertes, notamment sur les technologies, sur le silicium et les substrats justement pour faire des puces électroniques. Le gros de la baisse du titre en bourse et donc aussi de la baisse du chiffre d'affaires et la fin des prévisions de croissance, elle est expliquée par la direction, notamment via la baisse des ventes de téléphones, d'iPhone notamment. Ils en parlent et aussi la baisse des ventes sur les voitures et un petit peu les objets connectés, mais en gros, le gros de leur vente, entre guillemets, c'est téléphones et voitures. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que quand vous écoutez les interviews de l'année dernière, je suis allé voir sur des médias spécialisés il y a un peu plus d'un an, on nous annonçait quand même une grosse croissance du chiffre d'affaires. J'irai voir, vous voyez, le chiffre d'affaires actuellement pour voir si on était en ligne ou pas. Évidemment, maintenant, ils ont annoncé du coup qu'ils ne vont pas le faire, mais je voudrais voir à quel point c'était ambitieux pour essayer de comprendre pourquoi le titre a explosé à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chiffre d'affaires et les marges? Parce qu'il y a un moment, ça a dû se voir dans les comptes de résultats, etc., pour expliquer que le titre passe, vous voyez, de 2020 à fin 2021, qu'on fasse un plus de x3. Il y a dû se passer quelque chose. Et on voit par contre que toutes leurs prévisions de croissance ont été revues à la baisse, voire même retirées. Vous voyez, c'est écrit ici, notamment au niveau des prévisions de croissance pour l'année 2026, l'exercice fiscal 2026, alors qu'elles avaient été confirmées auparavant, si vous remontez un petit peu dans le temps. Donc, comme je vous le dis dans cette vidéo, on va faire principalement du quantitatif, mais n'oubliez pas le qualitatif. D'ailleurs, on en reparlera en conclusion. Je vous montrerai des questions que je me poserais si je voulais investir, etc. Mais avant, on va aller voir les chiffres et essayer de comprendre pourquoi cette hausse et puis cette baisse, et voir aussi si le business pourrait être intéressant. J'entends intéressant à titre personnel dans mon portefeuille. Évidemment, je vous donne aucun conseil. Chacun fera ses propres analyses et prendra ses propres décisions avec son argent. Si on passe rapidement sur compte de résultats. Alors, là, on est en annuel et après, on ira le voir sur un autre site. En annuel sur 2024, moins de 1 milliard et il nous avait annoncé, oula, alors attendez, déjà, ça fait une alerte dans ma tête, 2 milliards de dollars annoncés pour l'exercice fiscal 2026 à l'époque, que finalement ils ne feront pas, contre 1 milliard et en 2022-2023 autour de 1 milliard. Donc ils avaient prévu de doubler leur chiffre d'affaires. Ok, on comprend déjà beaucoup mieux pourquoi le titre a explosé. Entre 2021, attendez, on va aller voir le chiffre d'affaires, je vous le fais en direct, chiffre d'affaires en 2021, on va aller le voir sur un autre site directement. Chiffre d'affaires en 2021, ouais, on était, ah oui, d'accord, on était en 12 mois glissants à moins de 1 milliard, bien moins de 1 milliard. Donc effectivement, le chiffre d'affaires, en fait, il a explosé entre 2021 et 2023. Il a doublé, vous le voyez ici au niveau de mon pointeur. Et regardez, c'est flagrant au niveau du graphique. On passe de 584 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros en 2 ans. Je comprends mieux pourquoi le titre a explosé. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'engouement et d'ailleurs, ça pouvait se justifier puisque le chiffre d'affaires, il a doublé, on a vu. Par contre, là, eh ben, il est en train, donc depuis mars 2023, en 12 mois glissants, de
baisser clairement. On n'a plus de croissance sur le chiffre d'affaires, on a de la décroissance sur le chiffre d'affaires. Et si on va synchroniser ça avec le graphique, je vous le fais en direct pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on a dit début 2023, on se révère ici, et oui, c'est là qu'on a fait moins 72% depuis à peu près ces points-là environ. Et si je me mets depuis en haut, moins 80. Donc en fait, le gros de la baisse a été déclenché suite au ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. Et je ne serais pas étonné que si on y allait en trimestriel, on devait peut-être voir quelque chose se passer. Donc en trimestriel, on a, pardon, c'est pas en trimestriel, c'est en semestriel, mais on voit la grosse baisse arriver pile poil mi-2023. Donc non, c'est cohérent, c'est à ce moment-là que la baisse est enclenchée et rien d'étonnant vu le chiffre d'affaires qui est maintenant en train de décroître. Donc quand je regarde les chiffres en direct, après avoir justement fait un petit peu de qualitatif, écouter ce que faisait l'entreprise, la direction, etc., et je voulais vraiment faire les chiffres en direct avec vous, on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, la question qu'on va se poser, déjà, on va aller voir les marges juste après, voir si les marges sont en train de se compresser ou s'il y a toujours une capacité à fixer les prix et qu'est-ce qu'il en est aussi de la rentabilité de l'entreprise, la dette, le cash, etc. On va regarder ça après. Mais on commence déjà à mieux comprendre les choses. Alors, on va aller regarder ensemble les marges. Les marges brutes baissent alors qu'elles étaient montées au même moment. Donc la capacité à fixer les prix de l'entreprise baisse. Ce qui n'est pas forcément un bon signe, mais pas non plus étonnant quand le chiffre d'affaires est en décroissance. Et au niveau des marges brutes, on était monté à pratiquement 40%, allez, 37%, et aujourd'hui on revient à 30% pour des marges nettes qui étaient montées jusqu'à 21%, et on est revenu à 12%, et des marges sur flux de trésor, il y a eu des trimestres où on n'en générait pas des semestres, et là on en a généré un tout petit peu. On va aller voir tout ça après en détail indirectement dans les flux de trésor, mais je voudrais voir un petit peu les médianes, notamment marge brute aussi, et marge nette. Les médianes de la marge nette sur un peu plus de 10 ans, on est à 13%. Donc ils gagnent de l'argent, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais ils en gagnent, rien à dire. Marge brute médiane à 32%. Pour l'industrie, c'est pas si mal que ça, on va pas se mentir, hein, mais c'est pas non plus énorme. Et par contre, médiane sur les flux de trésor, négative. Ok, donc pour les marges, plutôt une tendance baissière. Et encore une fois, on a eu ce fameux pic entre 2021 et 2023 qui explique la hausse. Et rien à dire, l'entreprise était dans une très belle phase de croissance. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et la question qu'on va se poser un petit peu en conclusion, c'est est-ce qu'ils peuvent repartir en termes de croissance de chiffre d'affaires et refixer les prix avec des meilleures marges? Et ça, ce sera toute la question à se poser en conclusion avant de vouloir rentrer sur ce dossier. En tout cas, c'est les questions que je me poserai personnellement et je vous en reparlerai après. Alors déjà, je tiens à dire, ça m'embête de faire ce genre de vidéo parce que j'espère vraiment que l'entreprise, ça va aller. Il y a des emplois derrière, je regardais, ils ont des milliers d'employés, il y a de l'investissement en usines en France, etc. Et ils sont aussi dans d'autres zones géographiques, dans d'autres pays. C'est pas le genre de vidéo que je prends du plaisir à faire, bien au contraire. J'espère qu'ils vont pouvoir aller mieux parce que le chiffre d'affaires avait une belle tendance, les marges aussi, et ça pourrait tout à fait revenir, hein. Clairement, s'ils arrivent à avoir des produits innovants avec la R&D et les CAPEX, l'investissement en usines, etc., il y a peut-être des choses à faire. Enfin bref, je me perds dans mes pensées. Mais j'espère vraiment que ça va aller pour eux. On va prendre le cash total, l'inventaire, je voulais le regarder rapidement. Oui, l'inventaire monte aussi. Ça, c'est pas forcément un truc qui me plaît trop, surtout dans l'industrie, parce que au niveau des flux de trésor, ça va se sentir si l'inventaire augmente, clairement, puisque c'est du cash qui rentre pas et de l'argent qui est dépensé si l'inventaire augmente. Surtout en plus que le chiffre d'affaires. Ah oui, le chiffre d'affaires baisse alors que l'inventaire augmente. Bref, on va accélérer la vidéo, mais vous en tirerez vos conclusions aussi. Donc, dette long terme, ouais, allez, dette court terme, on va pas la mettre, il n'y en a pas autant que ça par rapport à la long terme. Cash et cash équivalent, on va mettre les flux de trésor, donc la capacité d'autofinancement, le cash qui reste à la fin de chaque exercice. On va mettre les CAPEX, Stock-Based Compensation, il faudrait aller vérifier, mais ils ont commencé à se payer alors que les chiffres se dégradent. Ok, à vérifier, vu que c'est une boîte française, vous m'irez dans les documents directement voir si c'est le cas ou pas, mais en tout cas sur ce site, ça l'est. Allez voir ce qui se passe au niveau de la dilution de l'actionnariat, si vous faites une analyse complète, ça pourrait être intéressant d'aller voir ça. Notamment comment est-ce qu'ils financent leurs usines, on va le voir aussi de suite du coup. Alors, les CAPEX, on les voit ici, l'entreprise a accéléré ses investissements. Ils ont assez de cash pour couvrir la dette long terme, cependant la dette long terme est montée en même temps que le cash. Leur flux de trésorerie disponible ne permet clairement pas de couvrir les CAPEX. Donc là, la grande question qu'il va falloir se poser, à mon avis, c'est
OK, on est en train d'investir dans l'outil de production et certainement aussi dans de la R&D. On peut aller regarder, R&D, vous l'avez ici. Oui, ils ont la R&D et ils augmentent le budget de R&D, vous le voyez ici au niveau de ma souris. Donc, ils sont en train d'investir. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ces investissements en R&D, en outils de production, et cetera, vont payer sur le chiffre d'affaires pour le faire repartir? Et la R&D, avec de l'innovation, peser aussi peut-être sur les marges pour ben, augmenter la rentabilité. Si on a un produit qui est plus attrayant et on a une meilleure capacité à fixer les prix, eh bien, on aura de meilleures marges. Donc, ils sont en train d'investir, ils investissent, ils sont pas capables de le faire avec leur flux de trésor, donc ils lèvent de la dette pour ça. Pour l'instant, la dette, ils pourraient la rembourser parce qu'ils ont beaucoup de cash en stock. Maintenant, est-ce que ça va payer? Et ça, évidemment, bah, c'est plus du quantitatif, mais c'est du qualitatif. Se poser la question dans son analyse, est-ce qu'on pense que leur recherche et développement va payer? Ou alors est-ce que la concurrence va leur prendre des parts de marché? Et là, évidemment, eh bien, on en reparlera en conclusion, mais c'est là que tout le travail de l'investisseur va venir, que de comprendre l'entreprise, d'avoir des avantages compétitifs dans le secteur, etc. Je voulais juste rapidement faire les valorisations. Avant d'aller les regarder, alors un business en décroissance sur le chiffre d'affaires, alors qu'on a eu une croissance à l'époque, d'ailleurs les valorisations ont dû exploser, hein, fin 2023, on va aller les regarder. Des marges brutes pour de l'industrie sous les 40%, marge nette, on a vu en médiane historique, je ne sais plus, autour de 12%, on va le regarder pour être précis, 13,83%. Si la croissance venait à revenir, sachant que si on enlève la période où ça s'est mal passé, ils avaient quand même une bonne croissance annuelle composée, ici vous le voyez à plus de 10% par an, même plus de 11%, et si je me mets pile poil sur 15 ans, c'est même accéléré, donc vous voyez en fait il y a une très forte croissance là en annuel composé, si je prends qu'à partir de 2018-2019. Si cette croissance revenait avec les marges brutes que je vois, les marges nettes qui ont une médiane, comme on le disait là, autour des 14%, c'est un business qui, alors il faudrait voir la croissance, s'ils peuvent nous faire du 8, 10, 12% par an sur le long terme en maintenant de telles marges, je ne les vois pas non plus avoir des marges beaucoup plus élevées. On reste sur une industrie, à moins qu'ils aient vraiment une grosse innovation techno, et là on pourrait avoir plus de marge si on a plus d'avantages compétitifs. Mais j'imagine que ça se payerait entre 15 et 20 fois les bénéfices et le flux de trésor. Bon, vu qu'ils investissent énormément, ça va être très compliqué de traquer les flux de trésor sur cette entreprise, mais si leur outil de production, il venait à être capable de l'autofinancer, justement, ben, en générant plus de cash issu des opérations, puisque, petit rappel, le flux de trésor dispo, le free cash flow, c'est le cash issu des opérations auquel on retranche les capex, investissements en usines, outils de production, etc. Ça se payerait aller entre 15 et 20 fois. En tout cas, moi, je voudrais le payer entre 15 et 20 fois, j'imagine, parce que de tête, si je fais une projection sur quelques années que je réactualise avec 10% de croissance et des marges comme ça, il ne faudrait pas le payer plus cher. Ça se paye combien? Alors, 3,5 fois le chiffre. Oula, oui, ok. Et 28 fois les bénéfices, le PER. On a dit qu'on ne regarderait pas les flux de trésor parce que bah, je vais vous le montrer. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Comme ça vous fera un petit peu aussi de la méthodologie. Les flux de trésor sont complètement inexploitables. Le prix par rapport au flux de trésor, donc le price to free cash flow en anglais, inexploitable parce que bah, les capex varient énormément et puis le cash issu des opérations n'est pas assez élevé pour faire beaucoup de flux de trésor. Donc pas exploitable. Et de toute façon, même le PER, vu que les marges nettes baissent, il est exploitable, mais il risque de pas être très flatteur vu que les marges baissent. Et donc on est sur un PER à 28. Oula, oui, bon. Ben, après, voilà, la marge nette baisse, on le disait tout à l'heure, donc forcément, quand vous avez la marge baisse qu'ici, vous voyez, qui est passée il y a un an de 20% à aujourd'hui 12%, forcément vos ratios de prix explosent. Et à l'époque, l'entreprise, elle s'est payée, vous voyez, en 2021, 80 fois les bénéfices. Mais en fait, c'est terrible. Mais l'entreprise s'est payée cher parce qu'elle était sur une tendance magnifique. Et on ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, quand on voit cette tendance, d'ailleurs, on va le faire regarder. Si je nous mets que jusqu'en 2023, allez, 2000, plutôt fin 2022, et que vous voyez cette tendance, et que je vous mets les marges pareil jusqu'à fin 2022, et que vous voyez cette tendance, évidemment qu'on avait des ratios de prix extrêmement élevés. Donc, encore une fois, j'espère vraiment que l'entreprise va pouvoir reprendre son chiffre d'affaires à la hausse et ses marges qui pourraient se réapprécier parce que si elle parvient à le faire, le titre peut parfaitement repartir. Et je comprends qu'à l'époque, il y a eu un emballement puisque ben, les chiffres le montrent. C'est extrêmement logique ce qui s'est passé. On va quand même aller à ma conclusion maintenant pour justement se poser les questions, est-ce que le business pourrait repartir? Et les questions que je me poserai du coup, si c'est juste momentané sur du macro, j'entends par là ben, baisse de vente de téléphone, baisse de vente sur les voitures, même si vous savez ce que je pense du secteur sur l'automobile, il m'inquiète beaucoup plus que celui des téléphones en tout cas. Et ben typiquement, si on a une baisse du chiffre d'affaires et donc aussi des marges, puisque moins de capacité à fixer les prix à cause justement ben, des iPhones, des objets connectés,
Là, ça ne me choque pas et ça pourrait très bien repartir si les ventes reviennent, si le chiffre d'affaires repart. Parce que là, vous voyez qu'on est en décroissance sur le chiffre d'affaires. Maintenant, si c'est plus fondamental, là, personnellement, je ne toucherai pas du tout parce que si c'est parce qu'ils se font prendre des parts de marché par la concurrence et qu'on a des problèmes d'innovation, sachant que c'est un secteur qui va très vite, là, je serai beaucoup moins à l'aise. La question que je vais me poser du coup, c'est est-ce que je comprends les avantages compétitifs de l'entreprise? Et ma réponse, hélas, ben, c'est non. Et donc, je ne peux pas toucher parce que ce n'est pas du tout un secteur sur lequel je serais capable de comprendre pourquoi Soitec a des avantages compétitifs par rapport à des concurrents. Alors évidemment, ces compétences, je ne les ai pas, mais beaucoup de personnes ne les auront peut-être pas non plus dans les investisseurs. Ce qu'on peut faire, c'est aller se poser des questions avec une IA. J'aime beaucoup montrer comment j'utilise de plus en plus ces outils. Et vous voyez, en fait, quand vous questionnez une IA sur quels seraient les points à surveiller et les questions à se poser sur Soitec, eh ben, on va vous lister beaucoup de points. Et regardez, c'est marrant. Le tout premier qui vient, c'est le même que moi, c'est quelles sont les conditions du marché des semi-conducteurs. Et notamment, est-ce que, ben, par exemple, la baisse de la demande de smartphones, est-ce que ça va repartir, etc. Et ensuite, il vous pose plein de questions assez avancées directement liées à cette entreprise. J'imagine directement sur les technos, là, le RF. J'avais lu ça quand j'étudiais le qualitatif un petit peu de l'entreprise. Pareil, ces technos, le smart cut, etc. J'ai vu qu'ils en parlaient. Ils ont des brevets. Donc voilà, l'IA va vous poser beaucoup de questions. Et en tant qu'investisseur, je me poserai ces questions et surtout, j'essaierai d'y répondre. Et vu que je ne sais pas y répondre, eh bien, je vois beaucoup trop de risques par rapport au retour sur investissement, tout simplement parce que je ne maîtrise pas et je ne sais donc pas savoir ce qu'il en est de ce risque. Par contre, on pourrait être sur un turnaround play, un concept qui a été grandement évoqué par Peter Lynch, l'idée que bah, l'entreprise va mal en ce moment, mais qu'elle pourrait très bien retourner le business et repartir à la hausse si ce n'est que momentané. Et autant, par exemple, un ST microélectronique, eh ben, je refuse catégoriquement d'y toucher, tout simplement parce que je connais un petit peu plus leurs puces, je les ai utilisées dans mon travail en recherche et développement dans les bureaux d'études, j'ai vu leurs produits passer et j'ai pas du tout été impressionné et j'ai parlé avec beaucoup d'ingé hardware qui n'étaient pas du tout impressionnés non plus. Donc autant ST microélectronique, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur lesquelles je ne touche pas parce que fondamentalement, je ne suis pas convaincu. Autant là, je me prononce pas parce que Soitec, j'ai jamais utilisé leurs produits. Même si j'ai travaillé dans l'industrie en tant qu'ingénieur, c'était pas du tout au niveau de la conception de substrats pour les composants électroniques. Par contre, j'ai monté des composants électroniques dans ben, des produits industriels, donc j'ai été un petit peu plus exposé à STMPA, ST Micro. Autant Soitec, bah, je me prononce pas. Je vois rien de rassurant au niveau des chiffres. Je comprends l'emballement qu'on a eu à l'époque. Je comprends du coup maintenant que les valorisations, eh ben, forcément, elles viennent à se compresser vu que les fondamentaux baissent. Mais si un investisseur connaît la technologie, sait répondre à pas mal de questions sur du qualitatif, et a donc un avantage compétitif sur cette entreprise à la comprendre, eh ben, pourquoi pas? Parce que honnêtement, j'espère que ça va repartir pour eux. C'est une boîte française, il y a les emplois derrière. J'aime pas du tout faire ce genre de vidéo, mais après, je pense que c'est aussi important que d'aller décortiquer les chiffres, de dire ce qui se passe, d'essayer de comprendre. Et on l'a compris, je pense, ce qui s'est passé en fait, pourquoi l'entreprise a corrigé. Il y a vraiment des fondamentaux derrière qui peuvent l'expliquer. Et j'espère que ça se passera bien pour eux, qui vont remonter la pente. J'ai vu que la direction, comme on le voyait en intro, avait coupé leurs prévisions là pour 2026, donc ils nous avaient dit qu'ils feraient du 2 milliards, finalement maintenant ils le feront plus, et j'ai envie de dire, quand on voit la tendance, je comprends qu'ils disent ça, puisqu'on bah, on le voit sur les graphiques, mais j'espère qu'ils remonteront la pente. Pas la vidéo la plus simple à faire, je vous avoue, surtout quand l'entreprise va mal, et puis bah, c'est jamais marrant quand on est investisseur de faire ce genre de vidéo, mais à un moment je suis obligé aussi de dire les choses. Je dois passer mon chemin parce que je ne maîtrise pas cette technologie, et autant sur d'autres boîtes des semi-conducteurs, je suis un peu plus à l'aise parce que j'étais à un niveau plus bas dans la chaîne d'utilisation de ces produits industriellement. Je l'ai monté dans des produits. Par contre, là, au niveau de la fabrication des microconducteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on est au même niveau que ASML, que TSMC, on est dans la fabrication des puces. Là, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise et donc je suis beaucoup moins à l'aise à rentrer dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous maîtrisez le sujet, si vous connaissez cette entreprise, si vous êtes positionné dessus, si vous voyez un retournement de situation, ou à l'inverse, si vous voyez des points négatifs. Je serais extrêmement curieux de savoir ce que vous en pensez. À savoir que personnellement, j'ai passé 3-4 heures sur le qualitatif avant de regarder les chiffres avec vous, à aller écouter les interviews, lire ce qui s'est passé, un petit peu regarder l'historique des annonces qu'il y a eu pour comprendre le business dans son ensemble. Mais je ne suis pas allé aussi loin qu'un investisseur qui serait positionné dessus a pu le faire. Et donc, du coup, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.